Voici maintenant le récit de la guerre de 7 ans, une guerre qui durera de 1756 à 1763, une guerre menée contre la Prusse et l'Angleterre, qui se terminera après le désastre de Rosbach et après de nombreuses défaites dans les colonies. Une guerre qui se terminera par le traité de Paris, qui sera signé en 1763. Mars 1757. La première perte des Français dans l'Inde fut celle de Chandernagor, poste important dont la compagnie française était en possession vers les embouchures du Gange. C'était de là qu'elle tirait ses plus belles marchandises. Depuis la prise de la ville et du fort de Chandernagor, les Anglais ne cessèrent de ruiner le commerce des Français dans l'Inde. Le gouvernement de l'empereur était si faible et si mauvais qu'il ne pouvait empêcher des marchands d'Europe de faire des ligues et des guerres dans ses propres États. Les Anglais eurent même la hardiesse de venir attaquer Surat, une des plus belles villes de l'Inde et la plus marchande, appartenant à l'empereur. Ils la prirent en mars 1758, ils la pillèrent, ils y détruisirent les comptoirs de France et en remportèrent des richesses immenses, sans que la cour, aussi imbécile que pompeuse du grand Moghol, parût se ressentir de cet outrage, qui eût fait exterminer dans l'Inde tous les Anglais sous l'empire d'un Aurangzeb. Enfin, il n'est resté aux Français dans cette partie du monde que le regret d'avoir dépensé pendant plus de 40 ans des sommes immenses pour entretenir une compagnie qui n'a jamais fait le moindre profit, qui n'a jamais rien payé aux actionnaires et à ses créanciers du profit de son négoce, qui dans son administration indienne n'a subsisté que d'un secret brigandage et qui n'a été soutenu que par une partie de la ferme du tabac que le roi lui accordait. Exemple mémorable et peut-être inutile du peu d'intelligence que la nation française a eu jusqu'ici du grand et ruineux commerce de l'Inde. En mai 1757, tandis que les flottes et les armées anglaises ont ainsi ruiné les Français en Asie, ils les ont aussi chassés de l'Afrique. Les Français étaient maîtres du fleuve du Sénégal, qui est une branche du Niger. Ils y avaient des forts. Ils y faisaient un grand commerce de dents d'éléphant, de poudre d'or, de gomme arabique, d'ambre gris, et surtout de ces nègres que tantôt leurs princes vendent comme des animaux, et qui tantôt vendent leurs propres enfants, ou se vendent eux-mêmes pour aller servir des Européens en Amérique. Les Anglais ont pris tous les forts bâtis par les Français dans ces contrées, et plus de 3 millions de tournois en marchandises précieuses. Le dernier établissement que les Français avaient dans ces parages de l'Afrique était l'île de Gorée. Elle s'était rendue à discrétion le 29 décembre 1758, et il ne leur est rien resté alors dans l'Afrique. Ils ont fait de bien plus grandes pertes en Amérique. Sans entrer ici dans le détail de 100 petits combats et de la perte de tous les forts l'un après l'autre, il suffit de dire que les Anglais ont pris le 26 juillet 1758 Louisbourg pour la seconde fois, aussi mal fortifiée, aussi mal approvisionnée que la première. Enfin, tandis que les Anglais entraient dans Surat à l'embouchure du fleuve Indus, le 2 mars 1759, ils prenaient Québec et tout le Canada au fond de l'Amérique septentrionale. Les troupes qui ont hasardé un combat pour sauver Québec le 18 septembre ont été battues et presque détruites malgré les efforts du général Montcalm, tué dans cette journée et très regretté en France. On a perdu ainsi, en un seul jour, 1500 lieues de pays. Ces 1500 lieues, dont les 3/4 sont des déserts glacés, n'étaient pas peut-être une perte réelle. Le Canada coûtait beaucoup et rapportait très peu. Si la 10e partie de l'argent englouti dans cette colonie avait été employée à défricher nos terres incultes en France, on aurait fait un gain considérable. Mais on avait voulu soutenir le Canada, et on a perdu 100 années de peine avec tout l'argent, prodigué sans retour. Pour comble de malheur, on accusait des plus horribles brigandages presque tous ceux qui étaient employés au nom du roi dans cette malheureuse colonie. Ils ont été jugés au Châtelet de Paris, tandis que le Parlement informait contre Lally. Celui-ci, après avoir 100 fois exposé sa vie, l'a perdu par la main d'un bourreau, tandis que les concussionnaires du Canada n'ont été condamnés qu'à des restitutions et des amendes. Tant il est de différence entre les affaires qui semblent les mêmes. Dans le temps que les Anglais attaquaient ainsi les Français dans le continent de l'Amérique, ils se sont tournés du côté des îles. La Guadeloupe, petite mais florissante, où se fabriquait le meilleur sucre, est tombée entre leurs mains sans coup férir. Enfin, ils ont pris la Martinique, qui était la meilleure et la plus riche colonie qu'eut la France. Ce royaume n'a pu essuyer de si grands désastres sans perdre encore tous les vaisseaux qu'il envoyait pour les prévenir.
À peine une flotte était-elle en mer qu'elle était ou prise ou détruite. On construisait, on armait des vaisseaux à la hâte. C'était travailler pour l'Angleterre dont il devenait bientôt la proie. Quand on a voulu se venger de tant de pertes et faire une descente en Irlande, il en a coûté des sommes immenses pour cette entreprise infructueuse. Et dès que la flotte destinée pour cette descente est sortie de Brest, elle a été dispersée en partie, ou prise ou perdue dans la vase d'une rivière nommée la Vilaine, sur laquelle elle cherchait un vain refuge. Enfin, les Anglais ont pris Belle-Île, à la vue des côtes de la France, qui ne pouvaient la secourir. Le seul duc d'Aiguillon vengea les côtes de France de tant d'affronts et de tant de pertes. Une flotte anglaise avait fait encore une descente à Saint-Cast, à Saint-Cas, près de Saint-Malo. Tout le pays était exposé. Le duc d'Aiguillon, qui commandait dans le pays, marche sur le champ à la tête de la noblesse bretonne, de quelques bataillons et de milices qu'il rencontre en chemin, 1er septembre 1758. Il force les Anglais de se rembarquer. Une partie de leur arrière-garde est tuée, l'autre faite prisonnière de guerre. Mais les Français ont été malheureux partout ailleurs. Au reste, quel a été le prix de ce service du duc d'Aiguillon et de son sang versé en Italie ? Une persécution publique et acharnée, presque semblable à celle de Lally, qui prouve que ceux-là seuls ont raison, qui se dérobent à la cour et au public. Jamais les Anglais n'ont eu tant de supériorité sur mer, mais ils en eurent sur les Français dans tous les temps. Ils avaient détruit la marine de la France dans la guerre de 1741. Ils avaient anéanti celle de Louis XIV dans la guerre de la succession d'Espagne. Ils étaient les maîtres des mers du temps de Louis XIII, d'Henri IV, et encore plus dans les temps infortunés de la Ligue. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, eut le même avantage sur François Ier. Si vous remontez aux temps antérieurs, vous trouverez que les flottes de Charles VI et de Philippe de Valois ne tiennent pas contre celles des rois d'Angleterre, Henri V et Édouard III. Quelle est la raison de cette supériorité continuelle ? N'est-ce pas que les Anglais ont besoin de la mer, dont les Français peuvent à toute force se passer, et que les nations réussissent toujours, comme on l'a déjà dit, dans les choses qui leur sont absolument nécessaires ? N'est-ce pas aussi que la capitale est un port de mer, et que Paris ne connaît que les bateaux de la Seine ? Serait-ce enfin que le climat et le sol anglais produisent des hommes d'un corps plus vigoureux et d'un esprit plus constant que celui de France, comme il produit de meilleurs chevaux et de meilleurs chiens de chasse ? Mais depuis Bayonne jusqu'aux côtes de Picardie et de Flandre, la France a des hommes d'un travail infatigable, et la Normandie seule a subjugué autrefois l'Angleterre. La France alors était plus malheureuse. Toutes les ressources étaient épuisées. Presque tous les citoyens, à l'exemple du roi, avaient porté leur vaisselle à la monnaie. Les principales villes et quelques communautés fournissaient des vaisseaux de guerre à leurs frais. Mais ces vaisseaux n'étaient pas construits encore, et quand même ils l'auraient été, on n'avait pas assez d'hommes de mer exercés. Les malheurs passés en faisaient craindre de nouveaux. La capitale, qui n'est jamais exposée au fléau de la guerre, jetait plus de cris que les provinces souffrantes. Plus de secours, plus d'argent, plus de crédit. Ceux qu'on choisissait pour régir les finances étaient renvoyés après quelques mois d'administration. Les autres refusaient cet emploi, dans lequel on ne pouvait alors que faire du mal. Le 10 février 1768, dans cette triste situation qui décourageait tous les ordres de l'État, le duc de Praslin, ministre alors des Affaires étrangères, fut assez habile et assez heureux pour conclure la paix, dont le duc de Choiseul, ministre de la guerre, avait entamé les négociations. Le roi de France échangea Minorque, qu'il rendit au roi d'Espagne, contre Belle-Île que l'Angleterre lui remit. Mais l'on perdit, et probablement pour jamais, tout le Canada, avec ce Louisbourg qui avait coûté tant d'argent et de soins pour être si souvent la proie des Anglais. Toutes les terres sur la gauche du grand fleuve Mississippi leur furent cédées. L'Espagne, pour arrondir leur conquête, leur donna encore la Floride. Ainsi, du 25e degré jusque sous le pôle, presque tout leur appartint. Ils partagèrent l'hémisphère américain avec les Espagnols. Ceux-ci ont les terres qui produisent les richesses de convention. Ceux-là ont des richesses réelles qui s'achètent avec l'or et l'argent, toutes les denrées nécessaires, tout ce qui sert aux manufactures. Les côtes anglaises, dans l'espace de 600 lieues, sont traversées par des fleuves navigables qui leur portent leurs marchandises jusqu'à 40 et 50 lieues dans leurs terres. Les peuples d'Allemagne se sont empressés d'aller peupler ces pays, où ils trouvent une liberté dont ils ne jouissaient point dans leur patrie. Ils sont devenus anglais. Et si toutes ces colonies demeuraient unies à leur métropole, il n'est pas douteux que cet établissement ne fasse un jour la plus formidable puissance. La guerre avait commencé pour 2 ou 3 chétives habitations, et ils y ont gagné 2000 lieues de terrain. Les petites îles de Saint-Vincent, les Grenades, Tabago, la Dominique,
leur furent encore acquises, et c'est par le moyen de ces îles, ainsi que par la Jamaïque, qu'ils font un commerce immense avec les Espagnols. Commerce sévèrement prohibé et toujours exercé, parce qu'il est favorable aux deux nations, et que la loi de la nécessité est toujours la première. La France ne put obtenir qu'avec beaucoup de difficulté le droit de pêche vers Terre-Neuve, et une petite île inculte, nommée Miquelon, pour y faire sécher la morue, sans pouvoir y faire le moindre établissement, triste droit sujet à de fréquentes avanies. La France, à laquelle on rendit Pondichéry et quelques comptoirs, fut exclue dans l'un de ses établissements sur le Gange. Elle céda ses possessions sur le Sénégal en Afrique, mais on lui remit Gorée. On fut encore obligé de démolir toutes les fortifications de Dunkerque du côté de la mer. L'État perdit, dans le cours de cette funeste guerre, la plus florissante jeunesse. Plus de la moitié de l'argent comptant qui circulait dans le royaume, sa marine, son commerce, son crédit. On a cru qu'il eût été très aisé de prévenir tant de malheurs, en s'accommodant avec les Anglais pour un petit terrain litigieux vers le Canada. Mais quelques ambitieux, pour se faire valoir et se rendre nécessaires, précipitèrent la France dans cette guerre fatale. Il en avait été de même en 1741. L'amour-propre de 2 ou 3 personnes suffit pour désoler toute l'Europe. La France avait un si pressant besoin de cette paix qu'elle regarda ceux qui la conclurent comme les bienfaiteurs de la patrie. Les dettes dont l'État demeurait surchargé étaient plus grandes encore que celles de Louis XIV. La dépense seule de l'extraordinaire des guerres avait été en une année de 400 millions, qu'on juge par là du reste. La France aurait beaucoup perdu, quand même elle eût été victorieuse. Les suites de cette paix si déshonorante et si nécessaire furent plus funestes que la paix même. Les colons du Canada aimèrent mieux vivre sous les lois de la Grande-Bretagne que de venir en France. Et quelque temps après, quand Louis XV eut cédé à la couronne d'Espagne la Nouvelle-Orléans et tout le pays qui s'étend sur la rive droite du Mississippi, il arriva, pour comble de douleur et d'humiliation, que les officiers du roi d'Espagne condamnèrent à être pendus les officiers du roi de France qui ne se soumirent à eux qu'avec répugnance. Le procureur général, son gendre, d'anciens capitaines chevaliers de Saint-Louis, des négociants, des avocats ayant fait quelques représentations sur les formalités qu'il convenait d'observer, le commandant envoyé d'Espagne les invita à dîner. On leur fit leur procès au sortir de table, on les condamna à la corde, et par grâce, on les arquebusa. Ce qui est, dit-on, plus honorable. Le commandant qui fit cette étrange exécution était ce même O'Reilly, Irlandais, au service d'Espagne, qui fit battre depuis l'armée espagnole par les Algériens. Cette défaite a été publique en Europe et en Afrique, et l'indigne mort des officiers du roi de France dans la Nouvelle-Orléans est encore ignorée.